Merci Cécile et transition encore une fois toute trouvée sur notre troisième thématique et ce sera la dernière avant de passer aux questions de la salle. J'aimerais vous parler d'un petit exemple que j'ai trouvé, alors un article sur lequel je suis tombé en préparant mes recherches et qui rebondit peut-être un petit peu sur ce que vous avez dit, Monsieur Combrexel, que le droit c'est nous qui allons le créer et c'est nous qui allons l'imaginer. Cet article faisait état d'une intelligence artificielle développée par Alibaba et Microsoft qui a battu un être humain dans un test de lecture intelligente. Alors c'est un test qui est réalisé par Stanford et qui analyse l'intonation, la ponctuation, le respect de la lecture. Et je suis tombé sur une petite citation de là aussi, alors qui est responsable de la recherche d'Alibaba et qui a dit avec beaucoup d'aplomb et beaucoup de fierté: nous pourrons graduellement appliquer cette technologie à de nombreux domaines, le service clientèle, les guides dans les musées, les réponses en ligne aux questions médicales de patients. Le recours aux humains diminuera de manière drastique. Là où je veux en venir ici n'est pas de repartir sur le débat de la première thématique, mais plutôt de vous poser une question sur les géants de la tech et du web. Quel est le pouvoir de ces géants et comment on peut lutter au-delà du RGPD et au-delà de toutes les mesures dont nous avons parlé aujourd'hui? Est-ce que finalement les géants de la tech n'ont pas un pouvoir politique qui nous dépasse complètement, que l'on va subir dans les prochaines années? Bon, je n'ai pas nécessairement la réponse toute faite à cette interrogation, parce que justement, quand je parlais tout à l'heure de la... c'est pour ça que ça a un lien, c'est-à-dire quand je parlais de qu'il y ait une organisation collective de l'entreprise. Quand je dis collective de l'entreprise, c'est pas uniquement justement limité aux salariés, c'est l'idée que l'entreprise représente une communauté de travail où il y a... Peu importe finalement le statut des gens, c'est-à-dire il y a des gens qui sont salariés, il y a des gens qui sont freelance, il y a des gens qui sont prestataires de services. Et donc, il y a un moment, c'est en France, mais c'est pareil dans d'autres pays, il y a toute une interrogation, par exemple, sur l'objet même de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard qui sont en charge de ces questions-là. Notat étant une ancienne syndicaliste et Sénard étant le PDG de Michelin. Donc, c'est l'idée que l'entreprise, c'est pas uniquement la gestion d'une entreprise, l'objet de l'entreprise, c'est pas uniquement les actionnaires. Il y a toute une série d'acteurs qui sont les fournisseurs, qui sont les gens qui environnent l'entreprise et les clients, etc. Et que donc on doit donner du sens à l'entreprise. Et donc la question des grands opérateurs en matière d'intelligence artificielle, ce sera de savoir si on arrive à organiser aussi ces grands opérateurs autour d'une certaine idée de l'entreprise. Ce ne sera pas simplement les lois nationales qui devront intervenir, ce sera aussi l'organisation même. Et ce sera aussi et c'est là pour ça que j'insiste lourdement sur la question de la responsabilité. Vous disiez c'est la responsabilité des DRH, mais c'est surtout aussi la responsabilité des gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, si les plus grandes entreprises ont en face d'elles une collection de 10 000 individus qui disent nous on veut le collectif ne nous intéresse pas, nous on a nos choix de vie privés, professionnels, etc. Et alors là c'est sûr que l'entreprise, d'ailleurs ce ne sera pas son intérêt à mon avis, va devenir puissante, voire trop puissante. Alors qu'à l'inverse, alors et après il s'agit de voir un peu comme peut-être que l'organisation collective des entreprises n'est pas arrêtée aujourd'hui. Il y a peut-être plein de choses à inventer, mais il faut voir si les entreprises et les gens qui travaillent au sein des entreprises sont en capacité d'inventer des modes collectifs qui font que les grandes entreprises n'abusent pas de leur pouvoir, mais au contraire, une certaine forme alors c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais de responsabilité sociale. Donc il y a un enjeu là aussi très fort. Mais ça dépend ça dépend bien sûr des DRH, mais ça dépend aussi beaucoup des gens qui sont ici. Là. Merci. C'était quoi la question exactement? Je posais une question sur le rôle et la puissance politique des géants du web quand il s'agit d'algorithmes. Alors le truc c'est... Moi, quand j'étais avocat, on m'a appris quelque chose qui s'appelle la hiérarchie des normes. Je me suis fait la remarque il n'y a pas longtemps. Donc c'est un truc assez classique. Donc vous avez une hiérarchie des normes. Donc vous avez la Constitution ou les traités internationaux. En dessous, vous avez la loi. Et en fait, aujourd'hui, j'aurais envie de rajouter en dessous, vous avez les CGU de Facebook ou de Google, par exemple. Parce que, en fait, si vous prenez les CGU de Google ou de Facebook, c'est globalement une loi
qui s'applique à des milliards de gens partout dans le monde, sans aucune frontière, et qui s'impose, enfin qui passe même par-dessus la loi nationale et qui passe même par-dessus les traités. Donc la question de la hiérarchie des normes, par exemple, on peut se la poser en remettant les CGU de Google dans l'échelle. C'est un truc intéressant. Enfin, c'est un petit commentaire juste au passage pour revenir à mes premiers amours. Ensuite, j'ai pas trop évidemment, je pense qu'il faut être extrêmement attentif. Il y a un talk TED très connu où je sais plus qui vous explique extrêmement bien que en fait au début on voyait Internet comme, enfin vous avez tous probablement dû voir le talk, mais on pensait que Internet ça serait nous au milieu d'une multitude d'informations. Au final, ce qui se passe, c'est qu'en fait il y a nous, autour de nous il y a une barrière constituée d'Amazon, Google, Facebook, etc., de leurs algorithmes qui nous montrent ce qu'on a envie de voir. Donc après la question qui se pose, c'est le civisme que les développeurs vont mettre dans leurs algorithmes. Ils parlent, c'est très intéressant, de laisser les algorithmes se tromper, par exemple, quand ils nous donnent de l'information pour pouvoir nous provoquer, pour pouvoir nous challenger, pour pouvoir nous faire réfléchir. Et voilà. Et la question de l'algorithme citoyen, que je maîtrise pas du tout, une question hyper intéressante, par exemple, sur laquelle, pareil, on peut pas forcer, a priori, les GAFA à mettre de l'intelligence dans leurs algorithmes, mettre du civisme dans leurs algorithmes, mais je pense que, comme beaucoup de mouvements de ces 10 dernières années, ça viendra des développeurs. Et justement, ce que j'allais vous poser comme question, est-ce que c'est un sujet qui est déjà ou qui sera clé pour les étudiants du wagon, cet aspect-là ? De développer des algorithmes civiques pour Facebook, certainement pas. D'accord. Ils n'ont pas les compétences. Ouais, pas simple, parce qu'en fait, je me disais en même temps en vous écoutant que le sujet, c'est bien sûr l'intelligence artificielle, mais ça amène sur 2 autres sujets, qui est l'Internet des objets, parce qu'on va mettre de plus en plus d'intelligence artificielle dans l'Internet des objets, et ce qu'on a pu voir en fait à Las Vegas, c'est que ça pose une vraie question sociétale, c'est que toutes ces données, ça consomme de l'énergie, énormément d'énergie. Et donc, plus on va mettre d'objets intelligents, de villes intelligentes, de sociétés intelligentes, plus on aura besoin de data et plus on va consommer de l'énergie. Et là, jusqu'où on peut aller ? Donc c'est une vraie question, je pense. C'est pas que la question de la donnée, la question de la sécurité, c'est là une question sociétale avec le climat, ça c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est quand on voit ce que font les Américains où ils commencent à mettre des tarifs différents par rapport à Internet, puisque bien entendu, comme on a besoin de plus en plus d'Internet, parce qu'on a de plus en plus d'objets collectés et qu'on a besoin donc de plus en plus de réseaux, de bandes passantes, et donc ça va coûter de plus en plus cher, on voit bien quand le problème il commence à arriver. Et donc tout ça pour dire voilà, qu'en fait il y a des enjeux qui sont au-delà de l'intelligence artificielle, qui sont au-delà donc voilà, de tout ce dont on a pu évoquer sur l'entreprise, etc., le collectif, qui sont des enjeux qui, je pense, nous dépassent également. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas arriver à ce qu'on appelle dans le jargon en fait un 3e hiver, qui est l'hiver de la confiance, quoi. Le problème, c'est jusqu'où est-ce qu'on va avoir confiance dans l'intérêt d'utiliser ces intelligences artificielles, sachant que il y a plein de risques, il y a plein d'objets négatifs, etc. Donc la question, c'est une vraie question sociétale. C'est pour ça que les débats publics sont importants et c'est pour ça que c'est important d'éduquer, de comprendre, de confronter, d'aller plus loin et de voir un peu tous les éléments, la big picture de ce sujet, qu'en fait on a des spécialistes liés à l'informatique, aux algorithmes, on a ensuite des spécialistes d'autres domaines qui peuvent nous apporter des points de vue sur la translation de l'IA dans ces domaines et qu'il faut absolument s'emparer du sujet parce que ça nous concerne tout collectivement. Voilà. Donc moi ça m'interroge vraiment d'un point de vue, j'allais dire, sociétal, au-delà de simplement des questions individuelles ou organisationnelles. Le modèle social absolument et la confiance. Donc ce qu'on retiendra peut-être. Alors ce que je vous propose de faire, il nous reste une quinzaine de minutes. Je vous propose de prendre peut-être une question qui a été posée en direct sur Facebook et ensuite de poser 1 ou 2 questions de la salle. Je vais donner le micro à Paolo. On a une question qui n'est pas très sérieuse, mais qui a été posée, qui demande si les membres du Conseil d'État peuvent être remplacés par des IA. Je pense que c'est directement adressé à... Non, mais c'est un sujet, c'est-à-dire qu'il y a
il y a une des questions qui est la justice prédictive, etc. C'est-à-dire que, je ne dis pas que les membres du Conseil d'État peuvent être remplacés, mais non, mais il y a une question, si on veut aller plus avant, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a besoin il y a toute une série de petits litiges qui ne concernent pas d'ailleurs simplement la juridiction administrative, mais qui concernent aussi l'ensemble des juges. Et de la même façon que on peut avoir sur Internet la réponse qu'avant on demandait à un avocat, une des questions qui est posée, c'est de savoir si sur ces petits litiges, il n'y aurait pas place à des systèmes d'intelligence artificielle qui permettraient de régler un certain nombre de litiges. Alors, il ne s'agit pas, là aussi, je pense qu'il y a faut bien voir en fonction des litiges. Il ne s'agit pas de dire le divorce, ça va être l'intelligence artificielle ou des questions très complexes d'urbanisme et autres, mais c'est une question. En tout cas, le juge ne doit pas considérer, me semble-t-il, que la question de l'intelligence artificielle, ça concerne les entreprises, tout le monde, sauf lui. C'est-à-dire qu'il y a des interrogations qui concernent l'ensemble de la société, dont le juge, et dont le Conseil d'État. Si je peux ajouter un petit point là-dessus, j'ai même parlé avec un VC qui réfléchissait à investir dans un fonds de VC uniquement géré par l'intelligence artificielle. Donc il réfléchissait à investir dans une boîte qui avait pour direct objectif de le dégager. Voilà. Bon. D'ailleurs, si je peux faire un peu de promo à ce sujet, on a fait une conférence en novembre dernier par rapport à la justice prédictive, où on faisait intervenir en fait une personne venue d'Argentine qui a développé une forme d'intelligence artificielle qui n'est pas exactement de la justice prédictive, mais qui s'appelle Promethea. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre channel YouTube. Et vous aurez la conférence qui a été filmée. Maintenant, est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Je présume qu'il y en a quand même. Oui. Bonsoir. J'aimerais beaucoup revenir sur la question des compétences et des compétences nouvelles à acquérir, à construire pour l'avenir, pour nous, pour les plus jeunes. Et pardonnez-moi de faire un petit détour par une anecdote personnelle. Je me méfie beaucoup des prédictions en la matière. Moi qui suis une génération Y perdue dans le corps d'une femme de 50 ans, lorsque j'étais au collège, autant vous dire que vous n'étiez pas nés, j'avais 12-13 ans et on m'a obligée à prendre des cours de codage, du basique à l'époque, en m'expliquant que les ordinateurs arrivaient et que je ne pourrais jamais travailler, et encore moins avec un ordinateur, si je n'étais pas capable de coder en basique. Je ne vous raconte pas la suite de l'histoire, vous l'avez deviné. Donc je reviens à la remarque de Cécile, qui nous ouvre une piste qui, moi, me passionne, qui est de nous dire, finalement, on a une vraie question de culture générale. Tu as parlé même d'humanité, ce qui me fait d'ailleurs référence à la Renaissance avec l'humanisme. Et ma question est toute simple. Est-ce qu'après le règne des experts, des spécialistes, des ultra-spécialistes, on ne reviendrait pas au règne du généraliste ? On voit bien que nos experts médicaux, mon domaine, le radiologue est mort, le cancérologue se pose beaucoup de questions. En revanche, celui qui a un avenir est certain, c'est le médecin généraliste, celui qui lira vos résultats, bien meilleurs par une AI que n'importe quel cancérologue humain, mais qui sera capable de vous accompagner pendant votre traitement. Est-ce que ce parallèle, tu peux le projeter sur le reste de l'entreprise, et est-ce que les multidisciplinaires, les polyvalents, les généralistes vont enfin voir leur règne et leur revanche arriver ? C'est une excellente question parce qu'en fait, c'est vrai que y a trois choses que pour l'instant, moi je ne suis pas dans la prospective, mais pour l'instant, les IA ne savent pas faire. C'est gérer l'ultra-complexité, c'est d'être dans des environnements complexes comme ça, de prendre, voilà. Parce que les décisions d'une IA sont toujours rationnelles par rapport à ce qu'on lui a donné, mais vous savez bien tout comme moi que les décisions qu'on prend, 80% du temps, elles sont soit émotionnelles, soit politiques, soit jamais rationnelles. On est après ça avec Simon et la rationalité limitée. Bon, donc tout ça pour dire qu'en fait, donc qu'est-ce que je disais pardon, je ne me rappelle plus. Ah, voilà. Oui, donc voilà. Donc voilà. Donc en fait, on s'est aperçu d'une chose qui est essentielle, c'est qu'en fait, alors la deuxième chose, oui, donc ne fait pas une IA. Donc on parlait de ce que fait pas les IA. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu tard. Ce que font pas les IA, c'est la complexité. Et puis deuxièmement, c'est quelque chose que ne fait pas les IA, c'est de découvrir par hasard.
c'est-à-dire en fait de faire de l'innovation par sérendipité. Elle va faire de l'innovation par corrélation, complètement différent. Et donc, on s'aperçoit que les compétences sur lesquelles il faut vraiment développer nos jeunes et nos formations continues, c'est en fait être capable de les amener à s'intéresser à ce qu'ils aiment, à cette université des Lumières, à cette transdisciplinarité pour qu'ils puissent faire des passerelles qui sont pas rationnelles et qui ouvrent des portes sur en fait des nouveaux champs qui seront pas rationnels mais qui permettront d'être transposés et donc d'avoir une créativité par sérendipité. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que maintenant, dans de plus en plus de formations, qu'est-ce qu'on fait? On met un socle commun pour pouvoir quand même avoir d'expertise et puis on met un nombre d'options incroyables sur lesquelles les gens peuvent choisir des crédits. Et c'est là où se fera en fait votre teinture, votre personnalité, ce qui fera qu'en fait vous serez différent, distinguable et qu'ensuite sur votre profil LinkedIn vous pourrez dire que oui, vous avez une compétence clé que vous pouvez prouver, mais aussi vous avez une personnalisation et c'est là où la transdisciplinarité. Donc oui, avec l'IA, si vous voulez vraiment pouvoir concurrencer, il faut être différent, il faut être transdisciplinaire, faites ce que vous aimez, faites des MOOC sur la cuisine, faites des MOOC sur le vin, faites des MOOC sur l'histoire et sur l'art et puis la seule chose qui est importante, c'est d'apprendre, parce que apprendre, on l'a tous compris, le socle d'apprendre, c'est de pas vieillir. Bon, ça vous concerne pas encore, mais bon, c'est quand même super important parce que ce qui fait qu'en fait les cerveaux restent complètement c'était un livre magnifique de Paul Ledo qui a écrit Le cerveau, l'homme et la machine et qui a écrit quelque chose d'extraordinaire, c'est que le seul organe dans le corps qui ne meurt pas, qui ne vieillit pas, c'est le cerveau parce qu'on a des neurones qui existent et qui se créent tout le temps. Extraordinaire quand même. Donc si vous voulez entretenir cette machine qui vieillit pas, apprenez. Et pour apprendre, c'est-à-dire réutiliser de l'information dans un autre contexte, apprenez des choses que vous aimez. Parce que quand on apprend avec le plaisir, on apprend tout le temps. Apprendre par la force, ça marche pas. Donc voilà, donc il faut de la transdisciplinarité et il faut des gens qui s'intéressent où apprendre est devenu un leitmotiv de cette civilisation. Donc oui. Une question? Ah pardon. Oui, dans le sens là, c'est-à-dire, moi je pense effectivement que l'homme ou la femme, c'est l'intelligence artificielle non seulement n'écarte pas, mais au contraire, on en a besoin de plus en plus. Donc, je ne vais pas redire ce qui a été dit. On a besoin de culture générale, de transdisciplinarité, etc. Alors après, si vous voulez, je vais être un peu... c'est-à-dire, l'intelligence artificielle, c'est un pouvoir. Donc, ça donne un pouvoir sur la capacité de gérer des données, ça donne des capacités de gérer des gens, etc. Et comme toute source de pouvoir, c'est un sujet de rapport de force. Alors, il fut un temps, il y a Molière qui a écrit une pièce, et il y avait des médecins qui l'appelaient les diafoirus. C'est-à-dire que c'était des gens qui maîtrisaient soi-disant la technique médicale, mais qui enrobaient leur technique de telle fatras de termes et autres qu'on avait le sentiment que tout était expert et tout était expertise et qu'ils se préservaient le pouvoir des experts. Le problème, c'est maintenant. Puis Molière, il y a beaucoup d'eau qui est coulée sous la Seine, c'est qu'à le dire surtout en ce moment. Mais disons que c'est un peu ça, c'est-à-dire que la question, c'est effectivement, il y a besoin d'humanité. Il y a besoin de plein de qualités humaines, mais est-ce que les spécialistes de l'intelligence artificielle vont être en capacité de mettre à la disposition de l'ensemble des utilisateurs toutes les potentialités de l'intelligence artificielle et surtout de leur dire qu'on a besoin d'eux et de laisser place à l'humanisme. Je parlais tout à l'heure des DRH. Alors, j'ai rien contre la profession des DRH que je connais bien, mais la question, elle est là. C'est-à-dire que est-ce qu'on dit maintenant, est-ce que les DRH disent finalement, maintenant, notre profession a totalement changé, on dispose d'intelligence artificielle, donc circuler, il n'y a rien à voir et vous allez voir. Ou est-ce qu'au contraire, la profession des DRH évolue en disant, certes, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a des enjeux énormes par ailleurs. Utilisons l'intelligence artificielle de façon à ce qu'on ait une meilleure gestion, de meilleures relations sociales dans l'entreprise. Donc il y a un enjeu fort qui a été traité depuis plusieurs siècles, mais qui maintenant est transposable à l'intelligence artificielle. Alors moi, je vais faire un anglicisme absolument atroce. Déjà, félicitations pour avoir fait un peu de programmation, c'est bien. C'est extrêmement dommage que ça n'ait pas été du web, parce que ça aurait vachement été plus utile. Ouais, je sais. Mais
Ah d'accord, magnifique. Je vais faire un barbarisme entre les soft skills et les hard skills. Voilà, bim, horrible. Nous, on est sur des hard skills, donc on apprend aux gens à coder. Il se trouve on forme les gens à l'outil le plus utilisé partout dans le monde, par tout le monde. Donc c'est bien, c'est pas prêt à mon avis de dépérir et c'est très utile. Et l'avantage en fait de la programmation, paradoxalement, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir fait vos humanités. Justement, vous pouvez partir de rien et ça c'est très intéressant. Sur l'autre aspect, qui est l'aspect soft skills, moi je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je rajouterais un point sur les arts, qui sont à mon avis aussi très importants, tout aussi importants que les humanités. Et je rajouterais aussi que en fait, le travail dans les années qui viennent, soit il va muter. À ce moment-là, on aura besoin de pouvoir annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer. Enfin, c'est horrible comme façon d'aborder le truc, mais bref, enfin, c'est le fil rouge du truc. Donc, on aura besoin de ces talents-là, donc ces talents d'empathie. L'empathie, c'est pour l'instant pas reproductible par une intelligence artificielle, et je pense que ça le sera jamais. En vrai, enfin après, on sait jamais, mais voilà. Donc ces talents-là, on en aura toujours besoin. Et en imaginant même, en utopisant complètement le truc, en imaginant que le travail disparaisse, c'est-à-dire que le travail, dans 20 ans, soit considéré rétroactivement comme une sorte de singularité historique à laquelle on s'est soumis pendant des décennies. Moi j'ai toujours en tête l'idée que mon petit-fils me demandera pourquoi je restais 10 heures le pied sur la pédale d'une voiture entre Paris et Marseille. Il trouvera ça complètement absurde. Peut-être qu'ils trouveront totalement absurde le fait qu'on travaillait. Et du coup, il y aura une question de sens, c'est-à-dire quel sens on donne à notre quotidien. Et si en fait cette question se pose et qu'on a passé les 20 dernières années, les 30 dernières années, les 40 dernières années de notre vie à regarder TF1, on va avoir du mal à y répondre. Voilà. Et en plus, on vit dans un monde dans lequel la connaissance est ultra accessible de partout. Donc on n'a jamais eu autant de connaissances, autant d'accès à la connaissance, donc c'est exceptionnel. Juste avant de prendre la question de madame, si quelqu'un a une question à destination de monsieur Paillard, qui doit partir, je crois. Bah non, c'est bon. Ça va Ok. Bon, alors... 5 petites minutes pour une question. Ouais. Donc, moi, je voudrais revenir à la question de la compétitivité de l'homme et de la machine, finalement. Mounir Majoubi, notre formidable secrétaire d'État, s'est confronté aux startups qu'il avait envoyées au CES Vegas en leur disant il faut conquérir le marché américain. Et il s'est retrouvé face à... Bon, il n'y avait pas les 400 ce soir-là, mais il y avait bien une cinquantaine qui lui disent mais vous nous empêchez d'être compétitifs, vous nous empêchez par le RGDP à collecter la data et à battre les Américains sur ce terrain de la compétitivité. Donc la France, à l'heure actuelle, notre réflexion est basée essentiellement sur notre capacité compétitive à faire évoluer les intelligences artificielles. Et dans le même temps, vous nous dites, et je vous entends, oui, il reste de la place pour l'humain, vous voyez, demain, l'aide-soignante, elle sera toujours auprès du petit vieux, à lui servir la pilule. Formidable, sachant qu'aujourd'hui, les EHPAD sont en grève, elles sont en grève parce que les petits vieux, il n'y a personne pour leur servir la pilule, parce que le budget de l'État ne permet plus à ce qu'on mette des gens pour servir la pilule aux petits vieux. On sait que demain, toutes ces startups, et on en a vu mais 40, 50, 60 qui s'attaquent au marché du vieux, et je vous assure qu'on leur promet, on nous promet, parce que le vieux c'est nous, on est tous un vieux un jour, on nous promet un avenir qui est entouré de machines. C'est-à-dire que j'aurai des airbags pour pas tomber, un bracelet qui alertera la moitié du quartier s'il m'arrive quoi que ce soit, et surtout j'aurai un petit robot très sympathique qui me rappellera où je suis, parce que j'aurai Alzheimer, et qui me donnera des médicaments. Et là la question sociétale se pose. Tant qu'on sera drivé par le marché, tant qu'on sera dans un objectif de compétitivité, ne croyez pas que le travail humain va résister. Le travail humain ne résistera que quand il coûtera moins cher que la machine. Demain, si la machine, de manière beaucoup plus généralisée, est mieux en capacité que des médecins, de manière inégale, à vous dire que vous avez le cancer, il n'y a aucune raison de garder des cancérologues. Aucune raison. Le type qui vous annoncera quel cancer, c'est l'opérateur qui saura faire fonctionner la machine, et non pas un cancérologue qu'on aura formé pendant 20 ans à prix coûteux, alors que vous serez moins performant qu'une machine. Donc ces logiques-là, elles existent. Comment, dans ces logiques-là, dans quel monde voulons-nous vivre demain? C'est ces questions-là, et vraiment moi, je ne sais pas par où aborder la question. Et j'ai pas le sentiment, et peut-être que je me trompe, j'ai entendu une fois un syndicaliste sur la question, est-ce que c'est la machine, dans cette grand fantasme solutionniste, qui va nous dire ce qu'on va faire comme boulot, ou est-ce que c'est nous qui allons choisir ce qu'on a envie ou non de faire comme travail?
Alors déjà, en premier lieu, l'équation dans laquelle coût du travail humain inférieur à coût du travail machine égale pas possible. Ça n'arrivera jamais, je pense, en vrai. C'est-à-dire que l'humain sera toujours plus cher que la machine. Je vois absolument pas de scénario où ça soit possible, en vrai. Donc déjà, cette équation, pour moi, elle n'existe pas. Donc l'humain sera forcément plus cher que la machine. Donc la question, c'est quelle valeur ajoutée l'humain apporte par rapport à la valeur ajoutée qu'apporte la machine. Après, on peut avoir des visions différentes de l'avenir. Vous pouvez avoir envie de vivre dans un monde dans lequel votre vieillesse sera avec une application qui vous dit vous êtes parce que vous avez Alzheimer, qui vous donne la tétée, etc. Moi, c'est pas du tout la vision que j'ai de l'avenir. Moi, je pense qu'il y aura toujours des gens pour nous aider, pour nous soigner, qu'il y en aura plus. Parce qu'il y aura plus de vocations, parce qu'il y aura moins de chauffeurs Uber, par exemple, et plus d'assistants aides-soignants, par exemple. D'accord. D'accord. Ok, moi c'est pas du tout ma vision. Moi je pense qu'il y a des jobs qui de facto vont disparaître. Caissier, ça va disparaître. Chauffeur Uber, ça va disparaître, etc. C'est des jobs que je vois disparaître, enfin, qui me paraissent sur le départ, en gros. Et il y a d'autres jobs que je vois pas du tout disparaître, qui sont les boulots qui font appel à l'humain et à l'empathie. Enfin, je vais me répéter, mais en gros, il y aura, je pense, un mouvement de transition de certains emplois vers d'autres. Enfin, c'est ce qui me paraît le plus logique. Après, enfin, en vrai, j'ai toujours l'impression de lire dans du marc de café quand je parle de ce genre de trucs, et je me méfie un petit peu des gens qui prédisent l'avenir. Donc, je vais surtout me prévenir de le faire. Mais en tout cas, j'imagine que les boulots utiles et non remplaçables par des machines seront comblés et les autres seront remplacés par des machines. Enfin, ça me paraît logique. Et pour moi, typiquement, l'aide-soignant, c'est le boulot très difficilement remplaçable. Donner une pilule, c'est facile, mais il y a d'autres tâches que fait un aide-soignant qu'une machine ne fera pas, sans vouloir rentrer dans les détails. Comment ? Pourquoi pas la fin du travail ? Ou la fin du travail. Après, effectivement, on peut rentrer dans le débat sur le revenu universel, sur la fin du travail. Moi, je pense que la discussion sur la disparition du travail, elle est hyper intéressante aussi. Ouais. Mais c'est décorrélé de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est un truc un peu plus global. Enfin, c'est plus général comme sujet, quoi. J'ai pas du tout répondu à la question. Oui, moi, vous avez raison de poser la question. Quoi, voilà, parce que donc... Après, sur la question de la comparaison du coût humain et du coût de la machine, alors c'est vrai qu'en soi, en principe, la machine coûte moins cher que l'humain. Mais moi, je vais répondre simplement par une anecdote. Alors, j'ai pas la prétention de dire que l'anecdote répond à votre question, mais c'est simplement pour illustrer. J'ai été longtemps directeur général du travail et j'ai eu à connaître d'un accident grave dans une entreprise. Et il fut un temps, les gardiens des entreprises, c'était les ouvriers qui avaient eu un accident du travail, qui avaient des problèmes, mais qui connaissaient par cœur l'entreprise. Et donc le moindre bruit ou l'odeur qui correspondait pas exactement à, voilà, ils avaient cette connaissance intime de l'entreprise, et donc généralement ils avertissaient à temps. Et cette entreprise un jour a viré tous ses gardiens. Elle a remplacé par des systèmes de surveillance automatique. Il y a eu une explosion gravissime. Alors il y a un moment c'est-à-dire la question de la comparaison, c'est quelle est la période de référence qu'on prend. C'est vrai que si on prend au mois de janvier 2018 et qu'on compare le prix d'une machine avec le prix d'un ouvrier ou d'une employée, c'est vrai que généralement c'est l'entreprise, c'est la machine qui coûte moins cher. Ceci dit, sur le moyen terme, sur les exigences sociétales, sur la gestion des risques, est-ce que c'est aussi évident que ça ? Je pense qu'il y a certaines entreprises, y compris celles qui sont peut-être les plus performantes, qui commencent à se poser des questions. Autrement dit, là, me semble-t-il, mais je parle avec beaucoup d'humilité, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a des entreprises, je ne dis pas qu'ils commencent à avoir une réflexion post-intelligence artificielle, parce que ça serait... mais qui commencent un peu à se poser des interrogations, justement, sur la place de l'homme, son positionnement dans l'entreprise. Mais je dis bien, l'anecdote que je vous ai donnée, qui est vraie, n'a pas la prétention de répondre totalement à la question. Alors, juste une remarque et après une invitation. Parce que je vois que l'heure tourne. Oui. Alors,
je pense qu'il y a un vrai sujet et c'est intéressant parce qu'on a interrogé un roboticien dans le MOOC et ce roboticien, en fait, il met de l'intelligence artificielle dans le robot. Et donc, il proposait en fait des solutions pour justement remplacer les personnels soignants. Donc c'est intéressant, vous voyez la vidéo dans le MOOC et il nous explique qu'en fait, eh bien, le personnel soignant, eh ben, ils étaient en fait en stress parce qu'il y en a assez peu. Et donc le robot permettait de prendre les constantes, la température, etc. Bon. Et ça permettait en fait aux aides-soignantes de gérer quand il y avait un conflit entre deux patients. Ça permettait peut-être d'être un peu plus à l'écoute. Et donc ça permettait justement de revisiter le travail de l'aide-soignant. Alors bien sûr, il faudra encore des aides-soignants. Mais justement, dans ce cas, eh bien, leur expérience fait que ça permettait d'avoir un marché qui était sous tension, peut-être un peu plus fluide. Et ce roboticien, toujours dans la même interview, eh bien, nous expliquait, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, que eux, en tant que roboticiens, ils mettaient de l'intelligence artificielle dans les robots et ils voulaient que ce soit positif. Et donc, tous les ans, ils vont dans des colloques de roboticiens et ils sont vraiment entre eux eh bien, en train de partager des chartes éthiques du roboticien. Le problème, c'est que les robots, ils sont ensuite achetés par des entreprises. Et ces entreprises, elles n'ont pas nécessairement la volonté de faire faire au robot ce pourquoi le roboticien il l'a programmé. Et donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, eh bien, on peut détourner également l'objet de son but. Et c'est là où je pense qu'il y a une vraie question politique. Est-ce que demain, il faut un droit des robots ? Est-ce que demain, il faut taxer le robot pour que le coût du travail du robot soit au moins égal à celui de l'homme, etc., etc. Et toutes ces questions, ce sont des questions politiques et non pas des questions simplement liées à l'usage, à ce que font les scientifiques et voilà, à l'objet. Donc, tout ceci pour vous dire qu'en fait, en regardant des vidéos, on peut s'interroger sur justement le sens de ce qu'on veut faire de notre société. Et cette société, eh bien, comme vous le disiez très justement, c'est à nous tous de la construire et il est temps de la repenser parce que ce qui arrive disrupte nos fondamentaux et nos valeurs du XXe siècle. Eh bien, c'est un joli mot pour conclure. Merci beaucoup à tous les trois. On peut les applaudir. Merci beaucoup, le sujet était absolument fascinant. Je vous invite encore une fois à nous suivre sur notre page Facebook et notre page LinkedIn. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci.